Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. On se retrouve aujourd'hui pour un essai, ça faisait longtemps, ça nous avait manqué. On est devant la concession BYD et aujourd'hui c'est la Construis tes rêves FOC qui nous accompagne, ou en anglais la BYD Seal. Et on a hâte parce que c'est une berline et on en a un peu marre des SUV. Vous me suivez ? Nous voilà arrivés au Parc des Palmiers, un petit coin sympa qu'on voulait vous faire découvrir. On s'arrête pas souvent au tampon, donc autant en profiter. Il vient d'être refait en plus, passez le voir, c'est vraiment sympa pour couvrir et tout. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de cette BYD Seal. Un petit point sur la conso pour commencer, on est à 93%. La voiture annonce 21,2 kWh au 100. Je ne suis pas complètement confiant dans cette valeur, je pense que elle est un peu basse, on avait déjà eu le cas sur l'Atto, on va suivre ça au cours de l'essai. En termes de distance, on a parcouru pour l'instant 15 km et on va profiter de l'arrêt pour vous présenter l'extérieur de la voiture. Et on commence tout de suite par l'avant. Alors on se retrouve du coup sur l'avant de cette BYD Seal. Un point qui va être un peu général sur toute la voiture, c'est qu'elle a un aspect très aquatique. Il faut savoir que la gamme BYD s'oriente en deux parties. Il y a la partie Dynasty, dont fait partie l'Atto 3, et l'autre partie, ça s'appelle la gamme Océan. Et c'est le cas de cette Seal, ce sera aussi le cas de la Dolphin et de la Seagull qui vont arriver un petit peu plus tard. Mais voilà, on est sur une voiture qui rappelle un petit peu cet élément-là, cet océan. On reconnaît là avec le mouvement sur le capot, un petit peu un mouvement de vague, on a toujours cet élément un petit peu maritime. Les feux sont très longs, sont très effilés, avec une signature lumineuse un petit peu en boomerang ici, je trouve ça très très joli, ça s'inclut très bien dans l'avant. Il est à noter un petit point, le designer qui a designé cette voiture travaillait avant pour une marque allemande premium et on reconnaît un petit peu cette touche-là dans la forme générale, etc., dans comment elle a été construite, ça rend très très bien. Sur la partie basse de la voiture, on a ici un effet voile, donc ça c'est la signature lumineuse en LED, je trouve ça très joli. C'est encore une fois, ça rappelle un petit peu les vagues, ça rappelle un petit peu presque la brume, je dirais, au-dessus de l'océan, c'est magnifique. Sur la partie basse, on a des volets actifs qui viennent pour refroidir la batterie et qui viennent se refermer quand on a besoin de la réchauffer ou alors pour gagner en aérodynamisme. Ici, très bien incorporé, très discrète la caméra avant pour la caméra 360. Le logo BYD, construisez vos rêves, c'est important. Et après, l'aspect général de la voiture rend très bien. C'est une berline à coffre, on en reparlera un petit peu après. Ça s'incorpore complètement dans ce segment-là. Sincèrement, l'avant, je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment actuel. On se retrouve sur le latéral de cette BYD Seal. Alors déjà, premier point à signaler, la longueur du capot, qui n'est pas négligeable, hein. Il y a quand même un petit point, il y a quand même un bon capot à l'avant. C'est pas perdu puisqu'il y a un frunk, donc il y a un coffre avant, on en reparlera un petit peu plus tard. En termes de longueur, on est sur une voiture qui fait 4,80 m de long pour 1,46 m de haut et 1,88 m de large. Donc une berline du segment D. En termes de garde-sol, on est à 15 cm. Sur l'aspect de la voiture, sur ce latéral, encore une fois, on retrouve cet aspect fluide, cet aspect océanique, cet aspect un petit peu maritime, aquatique. La voiture évoque vraiment une vague, vraiment sur toute la longueur, avec ici les branchies de la voiture qui sont représentées ici. Tout ça, encore une fois, pour rappeler un petit peu le milieu océanique. Le BYD design qui est incorporé ici. On a des jantes de 19 pouces. Après, un petit point à noter sur le rétroviseur, la voiture est fournie avec une carte NMC, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la clé qui est plutôt légère d'ailleurs en passant. Vous pouvez aussi avoir une carte tactile un petit peu, que vous passez ici au niveau du rétroviseur et ça ouvre la voiture de l'autre côté. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a des poignées rétractables, donc ça c'est parfait pour l'aérodynamisme, hein, ça permet de gagner un petit peu, c'est très joli, en plus ça s'incorpore vraiment. Au niveau du bas, on reconnaît ici un petit peu de noir laqué mais qui a été travaillé. Là, on reconnaît un petit peu cet aspect un petit peu écaille. Ça fait vraiment, encore une fois, un peu aquatique. On repart ensuite vers l'arrière. Un petit mouvement ici, encore une fois, un petit peu avec des vagues.
des arêtes bien marquées ici, bien tranchantes. Sincèrement, la voiture est vraiment taillée, ça rentre vraiment très très bien. Il y a vraiment cette fluidité dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, on a un petit peu des ouïes, ça fait un petit peu requin, je trouve ça très très joli. La trappe de recharge qui est ici à droite, ce qui est un peu gauche, il aurait été plus à droite de la mettre à gauche, puisque là on doit faire tout le tour de la voiture pour venir recharger. Et ensuite on se retrouve sur cette partie arrière, très filante, très fluide encore une fois, qui va nous mener directement vers le coffre. Alors l'arrière, d'un point de vue design, d'un point de vue esthétique, je le trouve encore une fois très réussi. Il est vraiment dans la continuité de la voiture. On a cette fluidité qu'on a reconnue un petit peu sur tout le long de la voiture. Encore une fois, c'est ce diffuseur qui a un dessin encore un peu aquatique, je trouve. Ça rend très très bien, je le trouve vraiment magnifique. Je suis un grand fan de Berline, donc forcément ça me touche beaucoup. Le problème, il y en a deux en fait. Le premier problème, c'est que ici, là, il manque un truc, généralement qui est accroché ici et qui se balance de gauche à droite pour essuyer la vitre quand il pleut. C'est vachement pratique, ça s'appelle un essuie-glace. Et il faudrait le mettre sur toutes les voitures, même quand on parle de flux aérodynamique, etc. Quand on est à l'arrêt en train de se garer, il n'y a pas de flux aérodynamique. Mettez des essuie-glaces, les constructeurs, c'est important. Ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que c'est une malle. Et ça, c'est mal. It was at this moment that he knew. He fucked up. Donc je ne suis pas du tout fan des malles parce que pour moi c'est juste moins pratique. Après, en termes d'agencement, on est vraiment sur un coffre qui est vraiment très cubique. Donc il y a de l'espace, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez me rentrer un objet qui fait cette taille-là de haut, tout bêtement, ça passe pas. On a un coffre qui fait une dimension de 400 litres, qui est plutôt bien agencé. Donc après, en termes d'agencement du coffre, on reconnaît ici un petit filet pour venir ranger les objets, les sécuriser un petit peu, donc ça bougera pas trop. On a le caisson de basse de l'autre côté du système Dynaudio, qui est vraiment magnifique, on vous en reparlera. En termes de profondeur, il y a de la place, hein. Je peux rentrer dans le coffre, il n'y a pas de problème. C'est simplement, il n'est pas très haut comme je vous le disais. Un point important, parce que sur les berlines à malle, c'est pas toujours le cas, mais on a bien de la moquette par-dessus. Donc c'est vraiment complètement habillé. Les finitions sont très très bien. Et après, on dispose ici d'un petit sous-coffre, d'un petit rangement supplémentaire. Et là-dessous, tout ce qui est l'équipement pour la réparation des roues, vous connaissez le topo. C'est plutôt bien pensé. J'aurais juste aimé avoir un haillon en fait. Que toute cette partie-là, elle devrait pouvoir s'ouvrir pour pouvoir ranger des trucs très grands dedans. Ce serait vachement pratique. Mais voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai à reprocher au coffre de cette Seal. À part ça, on a évidemment une malle motorisée, on a des feux longitudinaux qui encore une fois rendent très très bien. Le dessin des phares aussi est magnifique, on a des petits picots là qui rappellent encore une fois des gouttes d'eau. On dispose aujourd'hui de la version la plus haute, l'Excellence, et c'est ce qu'on reconnaît ici grâce au petit 3.8 S qui signifie que c'est un V8 3 litres 8 Sport, c'est ça. Ou alors c'est 3 secondes 8 au 100, c'est selon votre vision des choses. En soi, extérieurement, cette voiture, elle est plutôt réussie, elle est même vraiment réussie. Je regrette vraiment l'absence de haillons. À part ça, elle est géniale. On se retrouve à bord de la BYD Seal. On commence à descendre depuis le col de Bellevue. On s'y est pas arrêté, on était à 35,8 kWh au 100 quand on y était là-haut, à peu près 35 km parcourus. Et on était à 81%. Donc ça c'est important pour la comparaison avec les autres véhicules. Là, ce dont on va parler, c'est comme d'habitude notre petit tour en descente dans les plaines. On va parler régénération pour commencer. La régénération, c'est très simple. Dans le menu qui est sur l'écran, il y a deux niveaux, normal et élevé. Je suis en élevé et il n'y en a pas assez. Donc on avait déjà connu ça au niveau de l'Atto 3 quand on avait essayé l'Atto 3. Il y a, pour moi en tout cas, pas assez de régénération dans les BYD. Donc là, quand je lève le pied, il m'affiche moins 13 kW de régénération et sincèrement, je ne peux pas prendre un virage simple, sobrement, on va dire, sans secouer Pierre-Guy.
avec une simple levée de pied. Je suis obligé de poser le pied sur le frein. C'est un petit peu dommage parce que, à part ça, dans les plaines, elle se comporte vraiment très bien. On est sur la 4x4 aujourd'hui, vu le niveau, on est sur le niveau excellence. Donc en termes de tenue de route, on a essayé un petit peu avant une prise de virage un peu appuyée. Ça se passe plutôt bien. Le SP agit très vite pour limiter un peu la puissance, en tout cas en mode éco ou en mode normal. On n'a pas osé le mode sport avec les 530 chevaux dans les virages. Mais on est dans une voiture qui se veut plutôt sécuritaire. Je pense qu'en mode sport, il y a aussi moyen de s'amuser dans les plaines. Mais en termes de tenue de route, il n'y a vraiment rien à redire. On est bien collé à la route. Après, c'est une berline et en plus, c'est une 4x4. Donc, aucun problème là-dessus. On a un comportement très sécuritaire, aucun souci. En termes de confort et de tenue au siège, la tenue est correcte. On n'est pas sur des sièges sportifs, clairement. On est plutôt sur des sièges confort. C'est bien pour la conduite de tous les jours. Après, pour une conduite très sportive dans les plaines, je pense que ça va être un petit peu limite au niveau de la tenue du siège, compte tenu de la puissance de la voiture surtout. Mais pour un usage en bon père de famille, ça fonctionne très très bien. Nous voilà arrivés à la marine, on est à Saint-Benoît, petit spot sympa, il fait beau en plus, j'ai dû sortir la casquette, il y a du soleil en hiver à Saint-Benoît, rendez-vous compte. Un petit point sur la conso et après on parlera de l'intérieur. Donc en termes de consommation, la voiture, dans sa grande fierté et sa grande prestance, annonce qu'elle a consommé 10,1 kWh au 100. Pas du tout. On est à 85% de batterie, on a régénéré 4%, et par calcul, moi je trouve 18. Je ne sais pas qui a raison. Donc on fera des calculs à la fin pour savoir exactement les consommations, etc., etc. On a parcouru jusqu'à présent 65 km. Et là, on va profiter du beau temps pour vous parler un petit peu de l'intérieur de la voiture. Vous me suivez ? Hop. On se retrouve donc à bord. Premier point, vous le remarquez, les sièges sont électriques avec position d'accueil, donc ça c'est très bien. On est sur une voiture assez luxueuse, il faut le dire. On va commencer par l'allumer et le bouton il est là. Je l'ai cherché longtemps, mais il est là. Donc on a une petite animation sur les deux écrans au démarrage de la voiture. Donc ça, on se retrouve finalement dans un intérieur qu'on connaît, puisque on n'est pas perdu par rapport à l'Atto 3 qu'on avait essayé il y a un petit moment maintenant. Hein. Un premier détail, vous le remarquez, on est sur Android Auto sans fil. Donc mon téléphone, il est là, il est dans ma poche. Et pourtant, j'étais bien connecté en Android Auto. À noter que pour l'instant, il n'y a que Android Auto qui est sans fil. On aura Apple CarPlay sans fil un petit peu plus tard avec une mise à jour. Mais ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. On va pas re-rentrer dans toute la partie écran puisque le média reste vraiment le même que Atto 3, il n'y a pas énormément de différence. Je vais juste vous rappeler un petit peu ce qu'il y avait dedans. Donc on a un écran d'accueil avec différents menus, avec les menus un petit peu comme sur un smartphone, on est habitué, c'est des choses qu'on connaît assez bien maintenant. Tout ce qui est typographie, tout ce qui est ambiance, etc., c'est vraiment quelque chose qu'on avait dans l'Atto 3. Donc moi je préfère le mode sombre, d'ailleurs, qui pour moi est plus classe, donc avec les écrans noirs comme ça. Les couleurs un peu bleues qui rappellent encore une fois l'océan, on reste dans cet univers aquatique sur le grand écran. Le point le plus important finalement sur cette voiture, on l'avait vu dans l'Atto 3, c'est encore le cas ici, on peut toujours faire tourner l'écran pour l'avoir en portrait ou en paysage, avec un bouton ici pour le conducteur ou alors ici sur l'écran directement,
C'est génial. Il faut acheter cette voiture pour ça, voilà, parce qu'on peut mettre l'écran dans le sens qu'on veut. C'est vraiment quelque chose de très très important. Alors c'est vraiment gadget, mais dans certaines situations ça peut se montrer utile. Typiquement, pour ce qui est navigation, on préfère avoir l'écran en paysage pour voir très loin sur la navigation. Et pour tout ce qui est médias, etc., on préférera, enfin l'inverse, on préfère l'avoir en portrait sur la navigation et en paysage pour les médias. Donc ça, c'est ce genre de détails auquel BYD a pensé, qui va vous faciliter un petit peu la vie dans l'usage de tous les jours de la voiture. En termes d'intelligence, etc., on a une commande vocale qui fonctionne plutôt bien. On peut ouvrir les vitres, on peut lui faire plein de choses. C'est vraiment bien géré. Elle se lance avec Hey BYD. Hey BYD. Hi BYD. Ouvre toutes les vitres. Donc voilà. Sincèrement, ça peut paraître gadget, mais dans certaines situations, ça peut être utile pour lancer la musique, etc. Quand on n'a qu'un écran, puisque vous le remarquez, il n'y a pas du tout de bouton pour gérer tout ce qui est média. Donc mettre pause, lancer la musique, etc. Il faut aller bidouiller sur l'écran, c'est pas forcément pratique. Là, avec la commande vocale, on peut directement la lancer. C'est plutôt bien pensé. Et après, au niveau de l'écran, on retrouve vraiment ce qu'on avait vu sur l'Atto 3, donc allez voir l'autre vidéo, on vous la mettra en fiche, c'est exactement la même chose. Un point tout de même à noter, on dispose bien de la charge intelligente, on dispose toujours de la charge intelligente sur ce véhicule-là, qui vous permet de décaler la recharge aux heures creuses. Je vais vous parler un petit peu de l'écran qui est devant moi également. Sur cet écran, il est à nouveau paramétrable. On va pouvoir afficher différentes choses en fonction de ce qui nous plaît le plus. Je le trouve assez lisible. On a toutes les informations qui s'affichent très très bien. On a bien le pourcentage de batterie qui s'affiche en gros, la vitesse, ici l'indication en puissance. Je trouve ça pas mal parce que ça permet d'avoir une autre indication que le simple accéléromètre qu'on peut trouver sur différentes voitures. Là, on a toujours l'accéléromètre qui est ici sur le côté, mais on a aussi la puissance qui s'affiche. Ça nous permet aussi d'afficher la puissance en régénération. Donc on sait que quand on appuie sur le frein parce que la régène n'est pas assez forte, c'est bien de la régénération qui se fait, donc ça c'est très très bien. Un regret, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'affichage de la consommation pour moi il est défectueux, il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas être à 10 kWh au 100 avec une voiture qui fait 2 tonnes et 530 chevaux avec la conduite qu'on a eue, on n'a certes pas roulé très très vite non plus, mais on a fait quand même une ou deux accélérations pour voir si elle avait du répondant, elle en a. Donc cette consommation à 10 kWh au 100 pour moi elle est défectueuse et d'ailleurs je vous l'ai dit, quand on l'a fait par calcul on trouve toujours plutôt autour de 17-18, donc ça c'est vraiment dommage. Je pense que BYD devrait travailler sur ce sujet là, c'est vraiment du logiciel en plus, donc ça se change assez facilement avec des mises à jour. On va parler un petit peu des boutons maintenant, de la boutonnerie qui est autour de nous. Sur le volant, c'est vraiment la même chose que ce qu'on avait sur l'Atto 3, donc tout ce qui est régulateur adaptatif sur la gauche, tout ce qui est média sur la droite, avec en plus la commande de l'écran qui est devant moi, qui se fait avec l'appui du bouton ici, donc avec le même bouton on va pouvoir régler plusieurs choses. À noter qu'on peut même régler la température dans la voiture à partir du volant. Ça j'aime beaucoup, on peut régler la climatisation, etc. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que encore une fois on a un écran, tout est tactile et régler tout ce qui est clim, etc. c'est pas forcément simple en étant en conduite, donc avoir des boutons physiques, d'autant plus sur le volant, qui nous permet de garder les mains sur le volant pendant qu'on règle tout ça, c'est vraiment bien pensé, ça se règle tout seul. Et j'ai pas à chercher mes petits, et puis je retrouve très très vite les différentes informations dont j'ai besoin. Pour continuer sur la boutonnerie, on bascule un petit peu sur la console centrale. Sur la console centrale, on va retrouver une petite dizaine de boutons avec ici tout ce qui est auto, comment activer ou désactiver les radars dans les angles morts. Le mode neige qui est extrêmement important à La Réunion, il faut absolument un mode neige sur toutes les voitures. Les différents modes de conduite, on a éco, normal et sport. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est gestion de la clim, pour activer ou désactiver la clim rapidement, mais pour la régler, encore une fois, ce sera à l'écran, donc ça c'est pas forcément optimal. Un bouton pour le volume, au moins ça. Et puis c'est tout. Après, on a le parking ici et le petit levier pour la marche avant, la marche arrière.
que je trouve très joli. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Il est bien travaillé. C'est un espèce de verre ou je sais pas exactement la matière, mais c'est un ressenti un petit peu en verre. C'est très beau. C'est très qualitatif, ça donne une vraie impression de luxure. Par contre, je trouve ridiculement petit. Donc voilà, au niveau de la boutonnerie, en fait, on a terminé puisque, encore une fois, cette voiture se veut un peu minimaliste sur ce plan-là. Moi, c'est pas ma tasse de thé, j'aime bien les boutons. Ensuite, on va avoir devant cette boutonnerie, on a 2 espaces pour passer les téléphones. En plus, il y a du caoutchouc, donc ça ne glissera pas, ça c'est très très bien. Le chargeur induction pour les 2 espaces, donc ça c'est parfait, c'est très bien pensé de la part de BYD. On revient un petit peu derrière la boutonnerie, on a ici 2 portes gobelets, donc une porte gobelets standard, on va dire. Ils sont un peu petits, mais ça suffira largement. Ensuite, on a ici un petit bouton pour ouvrir la poche centrale qui est assez grande, enfin elle est assez profonde mais elle n'est pas très très large, ça c'est à noter. La carte dont je vous parlais tout à l'heure pour ouvrir la voiture, et elle va aussi servir au démarrage de la voiture via le petit logo NFC qui est ici. Donc juste avec cette carte là, vous allez pouvoir ouvrir et démarrer la voiture sans avoir à avoir la clé avec vous. Donc ça c'est pas mal, c'est un peu technologique. Et ensuite, pour parler un peu des matériaux qui est autour de moi, pour terminer, on a des matériaux de très très bonne qualité. Il n'y a pas à dire, ici tout ça c'est du soft, hein. Il n'y a pas de dur, tout est en mou, tout est en matelassé, tout est doux, tout est en cuir, c'est de la bonne qualité, c'est des matériaux vraiment des matériaux premium, il faut le dire, il n'y a pas d'autre mot. Donc on a du cuir, on a de la feutrine, on a des surpiqûres avec du bleu, du blanc, c'est vraiment très bien incorporé. On a un peu de noir laqué, mais qui laisse pas tant de traces que ça, il faut dire. C'est moins pire que dans d'autres véhicules, on dira, qui a été en plus travaillé avec des très jolis dessins, des inserts bleus qui rendent très très bien, qui donnent un petit peu de relief à tout ça. Sincèrement, on pourrait être au volant d'une voiture premium allemande. Sans le logo, on s'y retrouverait. Sincèrement, il y a rien à dire. Le niveau est là en termes de prestations. Le siège, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très confortable. À savoir qu'il est chauffant et ventilé, donc ça c'est important à la Réunion. Et un détail aussi, le coussin qui est là, il est très matelassé. Il repose bien la tête. Sincèrement, on peut facilement faire de très très longues distances dans ce véhicule en étant très bien installé. On va passer à l'arrière pour 20 derrière 20. Habituel plan de 20 derrière 20. Merci pour la porte. Hein. Alors, on se retrouve à l'arrière de cette BYD Seal en plus. Déjà, on se retrouve vraiment dans un univers qui ressemble beaucoup à ce qu'on a devant. Les sièges ont le même dessin. Le maintien reste à peu près le même. On glisse un petit peu plus. Ils sont un poil plus plats qu'à l'avant. Mais ça suffira largement, il faut juste que 20 prenne pas les plaines trop rapidement. En termes d'espace, on le voit, il y a largement la place devant mes genoux. Malheureusement, je ne peux pas glisser mes pieds sous le siège, ça c'est un petit peu dommage. Mais malgré tout, c'est pas dérangeant puisque j'ai l'espace pour les poser sans aucun problème. On a un plancher plat, donc ça permet de passer le pied, il n'y a aucun problème aussi, c'est très très bien. Ensuite, au niveau de tout ce qui est matériaux, etc., on se retrouve vraiment comme à l'avant, avec un petit peu de feutrine sur les portes, du cuir un petit peu partout, des surpiqûres, un siège qui est vraiment très bien dessiné, qui est très doux. Après, on a ici un accoudoir central avec 2 portes gobelets. C'est un petit peu le service minimum, mais ça suffit largement, on ne demande pas forcément plus. L'accoudoir qui tombe très bien sous la main, il est à la bonne hauteur, il n'y a aucun souci là-dessus. Des appuis-têtes réglables, donc ça c'est pas forcément sur toutes les voitures aujourd'hui, donc évidemment sur une voiture
aussi premium, ça tombe sous le sens. Et devant moi, un siège vraiment bien travaillé avec le trou qui est là, ça rend très joli, ça fait très sportif. Deux poches ici, où on va pouvoir y glisser un téléphone très facilement. Une grande poche juste en dessous pour une tablette éventuellement. En termes de connectivité, hop, on va disposer là-bas derrière de deux USB. On a un USB-A et un USB-C. Ça, c'est très bien. Un petit rangement ici, encore une fois, pour glisser le téléphone, ça se passe bien. On a la ventilation aux places arrière qui n'est pas réglable malheureusement. On peut juste l'orienter et la fermer complètement pour éviter que ça souffle, mais on ne peut pas régler ni la température ni la force de soufflerie. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais après, à part ça, j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher. J'ai la place qu'il me faut à la tête grâce à cet immense toit vitré panoramique, photochromatique, qui va se pacifier en fonction du soleil. Donc tout à l'heure, quand on était dans le brouillard, enfin sous les nuages au départ de Saint-Pierre, on avait le toit qui était un petit peu moins opaque. Ça se passe très très bien. Une petite lumière, de quoi s'accrocher. Sincèrement, on est vraiment bien assis. Moi, j'aurais aucun problème à faire un tour de l'île depuis ses places arrière. On est arrivé au port, on est juste à côté des quais. Point d'abord sur la consommation. Donc jusqu'à présent, on a parcouru 120 km et il nous reste 70% de batterie. Pour ce qui est de la consommation, eh ben, je sais pas. La voiture annonce fièrement 12 kWh au 100 depuis les 50 derniers kilomètres, c'est tout ce que je peux vous dire. Et encore, je suis même pas sûr qu'on les ait fait vraiment, comme je vous l'ai dit précédemment. On va profiter de l'arrêt pour vous parler des chiffres. Et pour ça, comme d'habitude, on ouvre le capot. Déjà, premier point, très facile à ouvrir parce qu'il suffit de tirer 2 fois sur la tirette, il n'y a pas de truc à chercher sous le capot. Sous ce capot, on retrouve un frunk de 53 litres, donc intéressant, puisque le coffre arrière, lui, il fait 400 litres, ce qui est relativement peu. Avec le coffre à l'avant supplémentaire, ça compense un petit peu ce manque arrière. En termes de chiffres, maintenant, on est sur la version Excellence aujourd'hui. La version Excellence qui a 390 kW, ce qui équivaut à 530 chevaux. Donc ça commence à compter. On est sur des performances de super sportives. On a 670 Nm de couple, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 8. C'est écrit dessus, comme le Port Salut. Donc clairement, une voiture très très sportive, mais malgré tout hyper confortable. Je veux dire par là, on a déjà conduit des voitures qui avaient des performances similaires. Dans ces voitures, on a eu un violent coup à la tête sur les fortes accélérations. Cette voiture-là ne nous a pas procuré les mêmes sensations. On a l'accélération, on va déposer tout ce qu'il faut au feu rouge. Par contre, on reste dans un confort qui est royal. Autre chiffre important au niveau de la batterie, les deux versions, que ce soit la Design ou l'Excellence, partagent chez la même batterie. On est à 82,5 kWh qui lui permettent jusqu'à 570 km d'autonomie pour la version Design d'entrée de gamme qui n'a que le moteur arrière. Et jusqu'à 520 km pour cette version Excellence avec les deux moteurs. On va passer à l'arrière, on va parler de la recharge. Donc sur la trappe de recharge, on va retrouver un chargeur en courant alternatif qui va lui permettre d'avoir jusqu'à 11 kW, donc sur les bornes en triphasé, et un chargeur en courant continu qui va lui permettre d'avoir jusqu'à 150 kW, ce qui correspond à la puissance maximale disponible à La Réunion. Ce qui lui permet, sur une prise renforcée, de se recharger de 0 à 100% en 36 heures. Sur une borne à la maison en 7 kW, de vous rechargerez de 0 à 100% en 12 heures. Dans un parking en supermarché, sur les bornes triphasées de 22 kW, lui n'en prendra que 11 et il fera le 0 jusqu'à 100% en environ 8 heures. Maintenant, sur les bornes à courant continu, le 0 jusqu'à 80%. Sur une borne en 24 kW, ça prendra 3 heures. Sur une borne en 50 kW, il faudra 1h30, toujours pour faire de 0 à 80%. Sur les bornes en 100 kW, il faudra compter à peu près 45 minutes. Et enfin, sur les bornes les plus rapides de La Réunion, à savoir les 150 kW, 30 minutes suffiront pour atteindre les 80%. A noter également que tous les câbles sont fournis avec la voiture, donc elle dispose bien de son câble en courant alternatif, le câble AC, le câble pour les prises renforcées qui ne prend que 12 ampères, c'est important de le noter, et également le câble pour le V2L, puisque ce véhicule en est équipé, et le câble est fourni. Eh bien, on se retrouve à bord de BYD Seal, alias Construis tes rêves Phoque. On est du coup dans les bouchons de Saint-Paul. L'occasion de parler un petit peu de la conduite semi-autonome.
Je vais reparler un petit peu de la conduite sur voie rapide juste après, si on arrive à trouver des voies rapides dans les bouchons. On a la conduite semi-autonome qui fonctionne plutôt bien, à savoir que la voiture arrive à suivre le véhicule qui est devant nous, sans qu'on ait à toucher ni aux pédales ni au volant, donc ça c'est parfait. On a du coup le maintien en voie qui se couple avec le régulateur adaptatif. Et chez BYD, ils appellent ça ICC pour Intelligent Cruise Control. On se retrouve maintenant, on est sorti de Saint-Paul et bizarrement maintenant ça roule. Du coup, un petit point sur la conduite en 4 voies, pour vous parler un peu des aides à la conduite, etc. Naturellement, sur cette voiture, on va disposer de toutes les aides à la conduite que vous pouvez imaginer. À ce niveau de prestation, ça semble plus que normal. On a les affichages dans les angles morts, on a la caméra de recul, la caméra 360, les radars avant, arrière, on a tout ça évidemment. On dispose de la conduite semi-autonome dont je vous parlais tout à l'heure. Sur voie rapide, elle fonctionne relativement bien. C'est pas la meilleure qu'on ait essayé, mais c'est très loin d'être la pire. On reste plutôt bien centré sur la voie, je peux lâcher le volant. Je suis plutôt en confiance. C'est pas 100% de confiance, mais ça reste quand même très très bien. Je reste quand même attentif. Vous entendez peut-être pas, il y a un petit bip qui me dit de reprendre le volant et ça me permet de passer la transition sur le sujet suivant. On est dans une voiture chinoise, donc il y a beaucoup de bips dès qu'on roule sur une ligne, dès qu'on lâche le volant un peu trop longtemps, en cas de perte d'attention, etc. Si on regarde ailleurs pendant trop longtemps, la voiture nous bip aussi. C'est normal. C'est normal puisque c'est vers ça que toutes les voitures vont. Ce que je tenais à souligner ici, c'est que déjà, les bips sont pas envahissants. On a un bip qui est très très léger, qui est juste là pour nous rappeler à l'ordre, mais sans venir nous embêter. Et la deuxième chose, ce qu'on a découvert tout à l'heure, c'est que certaines fois les voitures bipent et on ne sait pas pourquoi. Typiquement tout à l'heure, la voiture s'était mise à biper alors qu'on était garé, parce que il y avait des voitures qui arrivaient sur le côté et en fait la voiture s'est mise à biper. Et juste après, il y a la voix de la voiture, donc l'assistance à la conduite BYD. Et la voix s'est mise à dire tout bêtement qu'il y avait une voiture qui arrivait, qu'il fallait faire attention en ouvrant les portières. Veuillez faire attention au véhicule arrière avant d'ouvrir la portière. Donc ça, c'est très bien. Tout est pareil quand on est démarré, Pierre n'était pas attaché. Donc on a eu le bip et à la fois, veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Donc c'est très bien. Moi j'aime beaucoup ce design-là. Ça permet justement de savoir ce qui se passe et de régler le problème assez vite sans avoir un bip qui continue sans qu'on sache trop d'où ça vient. Pour continuer maintenant sur la conduite en 4 voies, on est vraiment sur son terrain de jeu, à savoir que évidemment c'est hyper confort. On pourrait faire des centaines de kilomètres comme ça. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'elle a été faite cette voiture. C'est une routière. J'ai cependant un détail qui me gêne un petit peu, c'est au niveau des bruits. C'est pas foncièrement dérangeant, mais il y a quand même un petit bruit de roulement constant et surtout pas mal de bruit d'air. Alors pas mal de bruit d'air relativement au confort. En fait, comme je vois tous les équipements qui sont autour de moi, comme je vois le niveau des matériaux autour de moi, je m'attends vraiment à je suis assez exigeant avec la voiture à ce niveau-là. Et voilà, j'aurais pas été contre un petit peu plus d'insonorisation, mais naturellement, on reste quand même sur un niveau d'insonorisation qui reste correct, mais qui n'est pas encore, entre guillemets, au niveau des autres voitures de ce luxe, entre guillemets. Par contre, au niveau du système son, on a un système son d'Inaudio, un système premium qui fonctionne très très bien. C'est pas le meilleur de tous les systèmes qu'on a essayé, mais ça reste très largement au-dessus de la plupart des systèmes son qu'on peut essayer. Moi, il m'a impressionné. On est sur un système qui fonctionne très bien, que ce soit au niveau des basses ou des aigus. Le son est très pur et il rend vraiment très très bien. Je suis vraiment fan de ce système de son là. J'aimerais bien l'avoir dans toutes les voitures qu'on essaye. Mais voilà, c'est vraiment le plus gros point positif l'un des plus gros points positifs de cet essai, avec évidemment la puissance et compagnie, puisque moi j'aime bien ça. Mais au niveau du son, ça se passe très très bien.
Et du coup, sur les conduites un peu, si on a des trajets un peu longs à faire, on le fera en musique avec un système de son qui fonctionne très bien. Pour finir, au niveau des équipements, on a les feux les feux automatiques, mais ils ne sont pas adaptatifs. On a une caméra de recul ça aussi c'était important et je voulais vous le montrer, on va finir par ça. Elle peut être activée en conduite. Et donc là, dans cette position-là, vous voyez que la voiture qui est derrière moi, elle me colle un peu. Je vais me rabattre. Euh, J'aime beaucoup ce design-là parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'essuie-glace et ça peut éventuellement dépanner en cas de forte pluie. Enfin, à voir comment ça fonctionne en cas de forte pluie. Mais on a au moins cette solution-là pour avoir une visibilité arrière, une visibilité arrière en cas de pluie. Donc on peut avoir évidemment différents angles. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Je trouve, ça fait jeu vidéo. Je suis assez fan de cette position de caméra. Il nous reste maintenant, je dirais, une grosse trentaine de kilomètres à parcourir. C'est vrai qu'on n'a pas fait le point sur la consommation. On a fait 160 km jusqu'à présent et on est à 58%. Et la consommation de la voiture est annoncée à 21,2 kWh au 100 sur les 50 derniers kilomètres. Ça me semble plutôt raisonnable par rapport aux différentes consommations que nous a affichées jusqu'à présent. Là, les 21,2, 21,1 maintenant qu'on a là, potentiellement sur 4 voies rapides avec la conduite qu'on a eue depuis Sainte-Suzanne à peu près, je pense que ça les fait. C'est un petit peu élevé, mais pour une berline de 2 tonnes 2 et de 530 chevaux, ça reste très 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 correct. On se retrouve à Saint-Pierre pour la conclusion de cet essai. On est arrivé, on est de retour devant la concession BYD à Saint-Pierre. Il fait un peu frais. Allez, un petit point sur notre tour de l'île. On a parcouru aujourd'hui 190 km et nous sommes précisément à 52%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a utilisé moins de la moitié de la batterie pour faire un tour de l'île par les hauts. Ça veut dire qu'on peut repartir tout de suite avec la voiture et refaire un tour de l'île par les hauts. Allons-y. Non, je rigole. Donc cette distance parcourue avec le pourcentage restant nous donne une autonomie d'environ 400 km avec notre conduite aujourd'hui. Donc sachant que, comme d'habitude, on se met aux vitesses légales, on lésine pas sur la clim, on roule, on essaye la voiture, donc on a les accélérations qui vont bien, il y a 530 chevaux, ils sont là, on vous les assure. Donc avec une conduite un peu plus posée, on va largement dépasser les 400 km, 450, peut-être 500 en ville, donc ça c'est avec une telle batterie, c'est pas étonnant. En termes de consommation, on ne peut pas trop vous dire, comme on vous l'a dit, la voiture se remet à jour, c'est un peu compliqué à suivre. Nous, d'après les calculs, avec la taille de la batterie, on sait on est à peu près entre 20 et 21 kWh au 100, ce qui reste relativement élevé. On est sur une berline, je ne m'attendais pas à avoir une consommation plutôt type SUV à 21 kWh au 100, mais normal par rapport au poids de la voiture, déjà, elle fait 2 tonnes 2, et aussi par rapport à, encore une fois, comment on a roulé. Maintenant, le temps de vous parler de la gamme de la BYD Seal à La Réunion, et en fait dans le monde entier, puisque c'est la même voiture dans le monde entier. Et ça va être très simple, et ça, merci les Chinois, parce que vous faites des gammes très très simples, donc ça me simplifie la vie quand je présente les voitures. On a deux versions à La Réunion, on a une version design et une version excellence. Aujourd'hui, on roulait avec la version excellence, qui est proposée avec tous les équipements qu'on vous a montré, le chargeur à induction, l'affichage tête haute, les différentes aides à la conduite, etc., etc. Les 390 kW, on a cette version-là qui est proposée à 67 900 €. On a ensuite une version qui s'appelle la Design, qui va être proposée à 61 900 €. Et pour ce prix, vous allez tout simplement enlever le moteur avant et enlever l'affichage tête haute. Donc on se retrouve avec une voiture avec l'affichage tête haute en moins, mais tous les autres équipements sont toujours présents. La taille des jantes, l'aspect extérieur, c'est la même voiture, il n'y a juste pas écrit 3.8 S derrière. Et en termes de puissance, on va passer du coup de 530 à 313 chevaux. Mais après, à part ça, c'est la même voiture et elle est vendue aujourd'hui à La Réunion à 61 900 €. En tout cas, aujourd'hui, c'était Twenty pour l'essai de cette BYD Seal. Une très bonne journée, sincèrement épaté par la voiture, épaté par son confort surtout. N'hésitez pas à passer l'essayer.
On se retrouve très bientôt pour de prochains essais. Il y a plein de voitures qui arrivent chez BYD. Il y a la version SUV de cette voiture-là qui s'appelle la Sea-Doo. Il y a la plus petite qui s'appelle la Dolphin, la encore plus petite qui s'appelle la Seagull. Tout ça va arriver très prochainement. On a hâte d'essayer tout ça. On se dit à très bientôt sur la chaîne et abonnez-vous. À bientôt les électrifiés.